Dans un hangar sans enseigne à la périphérie de Ouagadougou, des étincelles frappent l'acier extrait de Kaas sous des ventilateurs qui brassent huile et poussière métallique à cadence martelée. Pendant des décennies, l'Afrique a importé jusqu'à ses propres balles. Ce soir, un pays décide d'en forger chaque gramme, de l'alliage au contrôle qualité, de la chambre au canon. Et vous, en quoi l'instant où Ibrahim Traoré enclenche cette souveraineté change-t-il votre regard sur la dépendance, la sécurité régionale et le coût politique des autorisations? Ici, le métal devient décision, et la décision, une économie qui s'allume. La promesse d'Ibrahim Traoré n'a jamais été celle d'une guerre nouvelle, mais celle d'une autonomie réelle. Rompre avec 60 ans de dépendance militaire et industrielle. En 2024, le pari semble insensé. Transformer, en 36 mois, un État enclavé sans industrie lourde en producteur d'armes opérationnelles. Pourtant, derrière les chiffres, se joue une mutation symbolique. L'enjeu dépasse le Burkina Faso. Il redéfinit la hiérarchie de la sécurité mondiale, celle où l'Afrique achète toujours, ne fabrique jamais. Si ce plan réussit, le risque change de camp. L'équilibre établi depuis la guerre froide vacille. Pour un continent souvent décrit comme consommateur, la simple idée de produire devient un acte d'émancipation. L'instant où un pays cesse de dépendre des autres pour se défendre bouleverse les chancelleries occidentales, car une question traverse ce chantier. Que se passera-t-il quand d'autres nations suivront? Ce projet, s'il aboutit, ne sera pas un arsenal, mais un précédent historique. Le moment où l'Afrique apprend à dire non, sans attendre l'autorisation de personne. La révélation initiale tient dans un chiffre simple. 5 sites industriels disséminés sur le territoire burkinabé, officiellement présentés comme zone de développement, mais en réalité noyau d'une filière d'armement intégrée. Chaque portail anonyme cache une étape du puzzle. Petites armes, munitions, drones, blindés légers, recherche et formation. Cette structure, pensée comme un réseau modulaire, traduit la volonté d'Ibrahim Traoré de refermer le circuit sur lui-même, produire, tester, réparer, sans dépendre d'un manuel étranger. Pendant des décennies, la quasi-totalité des armements africains provenaient de l'extérieur. La France, les États-Unis, la Russie, la Chine se sont relayés pour entretenir une dépendance méthodique, mêlant crédit, clause de suspension et marge de 300%. Mais à mesure que les retards de livraison s'accumulaient, un sentiment de trahison mûrissait dans les armées africaines. De cette frustration naquit une rupture intellectuelle. Si la souveraineté dépend d'une autorisation extérieure, alors elle n'existe pas. Le 30 septembre 2022, Ibrahim Traoré, 34 ans, renverse un pouvoir affaibli et prononce 6 minutes de discours qui bouleversent la grammaire politique du Sahel. Sa phrase clé « Nous cesserons de demander » devient un plan d'action. Dans les mois suivants, les décisions se prennent à huis clos, acquisition d'équipements, création de sociétés écrans, retour d'ingénieurs de la diaspora. Les observateurs étrangers n'y croient pas. Ils regardent ailleurs, convaincus que l'Afrique resterait un client. Mais sur le terrain, les ateliers s'éclairent, les presses tournent. Fatima Zangrana, ingénieur revenu de Lyon, décrit des journées de 12 heures, la chaleur des fours, la précision du micromètre. Autour d'elle, des techniciens du Nigeria, du Ghana et du Niger apprennent à calibrer, à ajuster, à mesurer. Dans cette poussière d'acier, la souveraineté cesse d'être un slogan. Elle devient compétence. Derrière la grande histoire, il y a des visages. Celui de Fatima Zongrana, d'abord jeune ingénieur mécanique revenu de Lyon pour travailler au contrôle qualité d'une usine de munitions à Koudougou. 12 heures de travail, la peau marquée par la chaleur des fours, mais le regard fier d'avoir troqué les chaînes de montage étrangères pour une œuvre nationale. Avant, je servais des entreprises, d'ailleurs. Maintenant, je sers mon pays, résume-t-elle. Autour d'elle, une génération de techniciens, venus du Nigeria, du Ghana ou du Niger, découvrent la même conviction. Participer à ce qu'on leur disait impossible. Ibrahim Traoré a compris que la souveraineté ne se décrète pas, elle se façonne dans la sueur et la précision. Chaque recrutement de la diaspora devient un pari sur la compétence africaine. Chaque machine importée, un outil d'émancipation. Les observateurs occidentaux y voient un risque. Sur le terrain, c'est un renversement psychologique. Pour la première fois, des ingénieurs africains conçoivent leur propre chaîne de production,
testent leurs propres normes, signent leurs propres rapports. Les premiers résultats, modestes mais concrets, se voient déjà. Des salaires réguliers, des familles qui mangent mieux, des enfants scolarisés. Autour des usines, une économie parallèle apparaît, transporteurs, cantines, imprimeurs d'étiquettes. Les habitants de Ouagadougou reconnaissent, à l'odeur du métal chauffé, la naissance d'un moteur social inédit. La souveraineté cesse d'être un discours d'élite pour devenir une pratique quotidienne, partagée, visible. Et ce simple basculement, passé du symbole à l'usage, marque le vrai point de départ du modèle burkinabé. Le 15 juillet 2023, un décret présidentiel classé confidentiel défense fixe un objectif: atteindre l'autosuffisance industrielle en 3 ans. Dans les chancelleries étrangères, on rit. 3 ans pour bâtir ce que d'autres ont mis des décennies à créer. Mais à Ouagadougou, les plans s'exécutent déjà. Sous couvert de unités de développement technologique, les premiers chantiers émergent. Les registres mentionnent l'agriculture, l'outillage civil. En réalité, les fondations sont celles de lignes de production. Des conteneurs arrivent par train depuis le port de Lomé, remplis de machines d'usinage et de composants électroniques. Les étiquettes mentantes. Les contenus dessinent une révolution silencieuse. Les ingénieurs burkinabés assemblent, testent, documentent. Les presses s'allument, les prototypes sortent. Fusils BFA-1, drones SA-1, Falcon, véhicules blindés VAB-1. Chaque modèle porte un sceau fabriqué au Burkina Faso. Ibrahim Traoré suit les essais de près, notant les taux de rejet, exigeant des standards comparables à ceux de l'Europe. Les inspecteurs enregistrent un taux d'erreur de 3%, une performance inattendue pour une industrie née de rien. Les manuels sont écrits en français et en moré, les logiciels traduits localement. Pour la première fois, un soldat burkinabé peut démonter son arme sans manuel étranger. Les effets se propagent rapidement. Autour des usines, les salaires tombent à l'heure. Les commerces se remplissent. Une économie circulaire prend forme. Boulonnerie, transport, imprimerie, restauration. Les familles retrouvent une stabilité oubliée. Les écoles locales se remplissent. En juin 2024, un bataillon de 800 soldats défile, équipés uniquement de matériel national. L'image d'Ibrahim Traoré, levant un fusil marqué Burkina Faso, fait le tour du continent. Les télévisions africaines parlant de renaissance industrielle, les chancelleries occidentales de prolifération. Mais le message est clair, la dépendance n'est plus une fatalité. Ce basculement ne se mesure pas seulement en production, mais en mentalité. Avant, on attendait les autorisations. Après, on forge sa propre autorité. Les statistiques confirment la mutation. Entre 2022 et 2024, les importations d'équipements militaires chutent de 73%, soit près de 200 millions de dollars réinjectés dans l'économie nationale. Ces économies se traduisent en emplois. 400 postes directs, 45 000 indirects. La fiscalité interne grimpe de 18% grâce aux taxes prélevées sur la chaîne de production locale. Chaque chiffre devient la preuve tangible d'un modèle qui fonctionne. Et quand les observateurs parlent encore de militarisation, le Burkina Faso répond par des bulletins de paie et des bilans comptables. Ce soir-là, sur la place de la Nation, les habitants regardent les lumières des ateliers. Ce qu'ils voient n'est pas seulement de l'acier en fusion. C'est une promesse tenue, celle qu'un pays appauvri peut, par la compétence, inverser le sens de l'histoire. Les chiffres racontent une révolution mesurable. Avant la réforme, un stock de munitions équivalait à 3 semaines d'opération. Depuis juillet 2024, la capacité atteint 6 mois d'autonomie. Ce delta, baseline, delta, symbolise plus qu'une prouesse industrielle. Il consacre une indépendance logistique irréversible. Aucune pression extérieure, aucun embargo ne peut désormais immobiliser l'armée burkinabé. Ibrahim Traoré avait promis une souveraineté tangible. Elle s'écrit désormais dans les bilans de production. Les usines de Kouougou affichent leurs graphiques de rendement comme des drapeaux, puis la 42% de productivité en un trimestre. Les contrôleurs mesurent la densité de l'acier, la pression des canons, la tolérance des chambres, selon des protocoles rédigés sur place. Aucun manuel importé, aucune licence étrangère. Les techniciens eux-mêmes conçoivent, traduisent et améliorent les procédures. Résultat, une rigueur saluée, anonymement
par plusieurs experts européens, qui la jugent équivalente à nos standards des années 1990. L'effet multiplicateur économique surprend. Chaque dollar investi dans le programme de défense génère 2,7 dollars d'activité secondaire. Métallurgie, transport, électronique, maintenance, la défense devient un secteur productif. Le ministère des Finances parle d'un moteur de diversification plutôt que d'une dépense militaire. En d'autres termes, la dépense publique s'est transformée en investissement national. Ce que d'autres voyaient comme un gouffre devient levier de croissance. Les gains sociaux suivent la même trajectoire. Les revenus fiscaux augmentent de 18%, le PIB intérieur brut progresse de 2,3 points. Plus de 600 PME gravitent autour des sites industriels, créant des chaînes d'approvisionnement inédites. Les programmes de formation technique lient universités et usines, accélérant la montée en compétences d'une main-d'œuvre jeune. Dans les zones minières, le minerai de fer autrefois exporté à bas prix est désormais fondu sur place. La résistance de l'acier atteint 94% de celle des modèles importés. Cette marge se réduit chaque mois, preuve que la souveraineté peut se mesurer en tonnes et en pourcentage. Mais derrière les chiffres, une bascule psychologique s'opère. Quand un continent apprend à mesurer, il apprend aussi à décider. Dans les couloirs du ministère de la Défense, on parle de effet Traoré, la compétence comme nouveau langage du pouvoir. Ce glissement intellectuel redéfinit la souveraineté, non comme un état statique, mais comme une capacité cumulative. Apprendre, produire, corriger. Et c'est là que réside la force du modèle burkinabé. Il ne prouve pas seulement que l'Afrique peut, mais qu'elle sait comment. Le Burkina Faso, autrefois client du monde, devient laboratoire d'une souveraineté quantifiable. Et cette rigueur, plus que le métal fondu, constitue l'héritage le plus durable d'Ibrahim Traoré. Les critiques occidentaux avancent deux arguments principaux. D'abord que la militarisation rapide du Burkina Faso risque d'alimenter l'instabilité régionale. Selon eux, produire des armes dans une zone marquée par les insurrections reviendrait à jeter de l'huile sur le feu. Ils évoquent la prolifération, les détournements possibles, l'absence de contrôle civil. Ensuite, que ce programme détourne des ressources précieuses. Chaque fusil produit serait, disent-ils, une école non construite, chaque drone un hôpital manquant. Face à cette grille de lecture, Ibrahim Traoré oppose une logique inversée. La stabilité, explique-t-il, ne naît pas du désarmement forcé, mais de la maîtrise de sa propre sécurité. Depuis l'autonomie industrielle, les pertes opérationnelles liées au manque d'équipement ont chuté de plus de 40%. Les forces burkinabées conduisent désormais leurs opérations sans appui logistique étranger. Les résultats se mesurent en vies sauvées, non en discours. Quant à l'argument économique, il ignore une réalité. La défense nationale ici n'est pas une charge, mais un catalyseur. Les usines financent des services, paient des impôts, soutiennent des familles, la dépense devient emploi, la production devient apprentissage. Les diplomates sceptiques soulignent aussi la fragilité du modèle, dépendance aux composants importés, risque de sanctions, vulnérabilité des chaînes d'approvisionnement. Mais sur le terrain, chaque retard nourrit l'ingéniosité. Les ingénieurs développent des substituts locaux, recyclant des pièces, adaptent les alliages. Chaque contrainte devient prétexte à innover. Là où d'autres voient un plafond, Ibrahim Traoré voit une école. La souveraineté, dans cette optique, ne s'oppose pas au monde. Elle négocie son autonomie. Elle apprend, ajuste, progresse, sans renier l'interdépendance. Et c'est peut-être là le cœur du contre-argument burkinabé. Le choix de fabriquer ces outils n'est pas une provocation, mais une pédagogie. Un pays qui apprend à produire apprend aussi à se gouverner. Un continent forge sa liberté. Cette phrase, prononcée sans emphase par un ingénieur anonyme de Ouagadougou, résume la bascule du milieu du récit. Ce n'est plus seulement l'histoire d'un pays en quête d'autonomie, mais d'un mouvement contagieux. Autour du Burkina Faso, le Mali et le Niger signent discrètement un protocole de coopération. Mutualiser les savoir-faire, échanger les plans, standardiser les calibres. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, un consortium technique prend forme, traversant le Sahel sans drapeau visible. Les ingénieurs échangent des codes, des schémas, des alliages. Un nouveau langage circule, celui de la compétence partagée. Dans les hangars, les visages se ressemblent, jeunes, concentrés, porteurs d'une idée simple,
fabriquer soi-même, comprendre ensemble. Ce n'est plus un projet national, c'est une contagion d'autonomie. Chaque plan transmis, chaque fichier envoyé réduit d'un cran la dépendance collective. Et pour la première fois depuis des décennies, le centre de gravité du pouvoir technique glisse vers le sud. Le moment où un fusil estampillé Burkina Faso devient symbole continental marque la naissance d'un précédent. L'Afrique n'attend plus qu'on l'aide, elle s'équipe. Les répercussions du programme dépassent désormais le domaine militaire. Sur le plan économique, les effets sont mesurables. Les importations d'équipements étrangers ont chuté de 73%, réinjectant près de 200 millions de dollars dans l'économie nationale. Les recettes fiscales ont progressé de 18%, les zones industrielles de Ouagadougou et de Koudougou se sont métamorphosées. Autour des usines gravitent aujourd'hui plus de 600 PME, ateliers mécaniques, fournisseurs d'énergie, transporteurs, services alimentaires. La défense est devenue filière d'apprentissage. Et l'apprentissage, un vecteur d'emploi. Sur le plan social, un phénomène inédit apparaît. Les sondages internes du ministère de la Défense montrent une hausse de 41% de la confiance envers l'État. Les jeunes recrues affluent, motivés non par la solde, mais par l'idée de servir un projet national tangible. Dans les marchés de Ouagadougou, les conversations changent. On ne parle plus seulement de prix ou de pénurie, mais de projet. Mon cousin travaille à l'usine de Kaya. Mon fils veut devenir ingénieur en métallurgie. Cette appropriation populaire traduit une mutation culturelle profonde. La souveraineté cesse d'être une abstraction, elle devient un réflexe collectif. Sur le plan géopolitique, la donne évolue. Les États-Unis et la France oscillent entre menaces de sanctions et offres de coopération. La Russie et la Chine, elles, flairent un marché émergent et se positionnent en partenaires technologiques. Mais au-delà des rivalités, un fait nouveau s'impose. Le Burkina Faso, longtemps perçu comme périphérique, devient modèle observé. Ses voisins étudient sa trajectoire, ajustent leurs politiques industrielles. Le hashtag African Arsenal reste en tendance plusieurs jours sur les réseaux africains. Enfin, sur le plan psychologique, le changement est profond. Voir un fusil estampillé fabriqué au Burkina Faso équivaut à un manifeste d'existence. Le sentiment d'humiliation postcoloniale, nourri par 60 ans d'importation, s'effrite. Pour les Burkinabés, cette victoire dépasse la matière. Elle prouve que la dignité peut être reconstruite par la compétence. Ibrahim Traoré, en forgeant une industrie, a aussi forgé un imaginaire. Ce qu'il offre à son peuple n'est pas seulement des armes, mais un miroir, celui d'un pays qui se redéfinit par le travail. Et dans le tumulte des débats diplomatiques, cette transformation silencieuse demeure l'impact le plus irréversible. L'avenir du modèle burkinabé se joue désormais selon 3 trajectoires possibles. Dans le scénario principal, le Burkina Faso consolide ses lignes de production et atteint la pleine capacité prévue, environ 6000 fusils et 3 millions de munitions par mois. L'État stabilise l'alliance sahélienne avec le Mali et le Niger, investit dans la formation et la maintenance, tout en limitant l'exportation d'armes. La croissance industrielle se maintient autour de 4,5% et l'économie nationale se diversifie. Ce scénario traduit une souveraineté maîtrisée. Produire pour se défendre sans dérive expansionniste. Dans la perspective la plus favorable, le consortium africain de défense s'élargit à la Guinée et au Tchad. Les lignes franchissent le seuil des 10 000 armes mensuelles et les premiers contrats régionaux sont signés. Les revenus d'exportation financent les infrastructures et la recherche civile, créant un effet d'entraînement industriel sur le continent. Les perceptions internationales évoluent. L'autonomie africaine cesse d'être perçue comme menace et devient opportunité économique. Dans cette hypothèse, Ibrahim Traoré passerait du statut de dirigeant contesté à celui de catalyseur continental. Dans l'hypothèse la plus défavorable, sous pression diplomatique, un blocus technologique ou financier pourrait bloquer les composants critiques. Les chaînes d'approvisionnement se gripperaient, les coûts exploseraient, la production stagnerait. Le discours de souveraineté risquerait alors de se transformer en illusion coûteuse. Les tensions internes s'accentueraient, offrant prétexte à des tentatives de déstabilisation. Mais dans chacun de ces chemins, une question demeure. Que vaut une indépendance qui dépend encore des pièces des autres ?
Ibrahim Traoré y répond par une formule devenue devise. La vraie souveraineté ne consiste pas à fermer les frontières, mais à comprendre ce qu'on y laisse entrer. La clé du succès réside donc dans l'intégration technologique, la transparence et la formation scientifique. Si ces leviers se maintiennent, le Burkina Faso ne sera pas un accident de l'histoire, mais un modèle durable d'émancipation par la compétence. Le récit de Ibrahim Traoré dépasse les frontières politiques pour atteindre l'imaginaire collectif. Dans les rues de Ouagadougou, la souveraineté n'est plus un mot d'État, mais une conversation quotidienne. Des étudiants en ingénierie partagent sur les réseaux leurs prototypes inspirés des ateliers militaires. Des professeurs évoquent en cours le moment où nous avons cessé de dépendre. Une génération entière redécouvre la fierté d'apprendre à faire plutôt qu'à demander. Pour les familles, le changement est concret. Les salaires stables financent des repas réguliers, des cahiers, des uniformes. Les femmes de Koudougou organisent des coopératives de restauration autour des zones industrielles. Chaque plat vendu soutient une production nationale. Cette chaîne invisible de micro-gestes, cuisinés, enseignés, fabriqués, traduit une révolution douce, mais structurelle. Les créateurs et artistes s'en emparent aussi. Dans les studios de Bobo Dioulasso, la musique panafricaniste revient au premier plan. Les refrains célèbrent non la guerre, mais la maîtrise. Des toiles murales représentent des ouvriers, des ingénieurs, des visages couverts de poussière d'acier. Le symbole remplace le drapeau, la dignité par le travail. Ibrahim Traoré apparaît alors moins comme chef militaire que comme figure d'un refus calme. Son discours inspire un patriotisme d'action, produire, former, partager. Et pour le spectateur africain, cette transformation résonne comme une question intime. Jusqu'où sommes-nous prêts à reprendre nos outils ? Ainsi, le projet burkinabé devient miroir de tout un continent. Non une injonction, mais une invitation à penser la souveraineté comme une pratique civique. L'histoire entre dans les foyers et chacun, à sa manière, y prend part. Le gouvernement burkinabé a formalisé une stratégie en 5 étapes, sobrement baptisée Programme 363. 36 mois pour 3 objectifs. Autonomie, fiabilité, exportabilité. Chaque pilier vise à rendre le système industriel à la fois productif et transparent. La première étape consiste à structurer la chaîne. Chaque site industriel reçoit une gouvernance mixte, armée, ingénieurs civils, inspecteurs indépendants. Les audits trimestriels sont rendus publics afin de prévenir toute opacité. C'est la première barrière contre la dérive du secret militaire. La deuxième étape vise à renforcer la compétence. Des bourses financent la formation de 1000 techniciens supplémentaires d'ici fin 2025. Les cursus couvrent métallurgie, automatisation, cybersécurité industrielle. Le succès se mesure non par les diplômes, mais par le taux d'intégration professionnelle. La troisième étape cherche à diversifier la production. Les usines pilotes allouent 20% de leur capacité aux biens civils, pièces mécaniques, outils agricoles, batteries. Ainsi, la défense devient moteur transversal connecté à l'économie quotidienne. Les indicateurs suivis sont le volume d'exportation civile et le taux de substitution aux importations. La quatrième étape a pour but de sécuriser les alliances. Le Consortium africain de défense devient réseau d'échanges techniques, une communauté de savoir-faire plutôt qu'un bloc militaire. Enfin, la cinquième étape consiste à instaurer une culture de maintenance et de mesure. Apprendre à entretenir, à auditer, à corriger pour que la souveraineté reste durable. Ibrahim Traoré résume l'esprit du plan en une phrase. Produire n'est rien si nous oublions d'apprendre. Ainsi, la souveraineté devient un processus continu, non un point d'arrivée. La boucle se referme là où tout a commencé, dans un hangar de Ouagadougou, au milieu des étincelles et du bruit des presses. Fatima Zongrana ajuste une pièce, la pose sur la table et sourit. Son geste résume ce que Ibrahim Traoré a tenté d'enseigner. La souveraineté n'est pas un décret, c'est une somme de gestes précis, répétés jusqu'à la maîtrise. Autour d'elle, les ouvriers travaillent en silence, conscients qu'ils participent à quelque chose de plus vaste qu'une simple production.
Chaque balle, chaque pièce d'acier sortie de ces ateliers raconte la même histoire, celle d'un continent qui réapprend à croire en son savoir-faire. Les chiffres impressionnent, mais ce sont les visages qui marquent, ceux des hommes et des femmes qui ont transformé une promesse politique en réalité mécanique. Le métal refroidit, la poussière retombe, et une idée persiste. La dignité peut se forger, au même titre que l'acier. Et si l'histoire juge les nations à leur capacité à apprendre, alors le Burkina Faso vient de rendre son premier verdict. Une victoire non contre le monde, mais contre la résignation. Ce récit n'est pas seulement celui d'un État, mais d'une possibilité. Quand Ibrahim Traoré déclare « Nous cesserons de demander », il invite tout un continent à repenser la dépendance. La souveraineté n'est plus une idéologie, c'est une compétence collective. Apprendre, transmettre, fabriquer, mesurer. Et cette compétence, chacun peut la prolonger. Dans un atelier, une salle de classe, un laboratoire ou un champ. Car ce que le Burkina Faso forge aujourd'hui dépasse la défense. C'est une pédagogie du possible, un appel à comprendre que la dignité commence par l'acte. Le métal, ici, devient métaphore du civisme. Chaque geste répété, chaque outil partagé, chaque savoir transmis bâtit une autonomie durable. Alors, spectateurs, lecteurs ou simples curieux, que ferez-vous, vous, de cette leçon d'indépendance ? La souveraineté n'est pas une frontière, mais une responsabilité. Et peut-être qu'en regardant vers Ouagadougou, chacun retrouvera la sienne, dans ce reflet rougeoyant où un peuple a choisi de se forger lui-même.